Sometimes I get so mad, there's no control. Le monument aux découvertes est un édifice érigé dans le quartier de Belém, à Lisbonne, au Portugal. Puis 1960 fut l'année de la célébration des 500 ans de la mort de l'infant Henrique, surnommé Henri le Navigateur. Le monument fut inauguré à cette occasion. Le monument a la forme d'une caravelle. Henri le Navigateur se tient à la proue, une caravelle entre les mains. Deux files descendantes, de chaque côté du monument, rassemblent les statues des figures portugaises liées aux grandes découvertes. Au pied du monument se trouve une rose des vents de 50 mètres de diamètre dessinée au sol. Elle montre les itinéraires pris par les navigateurs portugais au XVe siècle et XVIe siècle. Cette mappemonde au marbre splendide posée à même le sol sur une rose des vents gigantesque fut offerte par le gouvernement sud-africain en remerciement des faits lusitaniens ayant changé la face et la connaissance du monde. Roi Alphonse V, surnommé l'Africain à cause de ses conquêtes au nord de l'Afrique. Henri le Navigateur est l'oncle d'Alphonse V. Qui ne connaît pas Vasco de Gama? Il est traditionnellement considéré comme le premier Européen à arriver aux Indes par voie maritime en contournant le cap de Bonne-Espérance en 1498. Alfonso Baldaia est un noble portugais et fut un des premiers colons de Terceira dans l'archipel des Açores. Pedro Álvares Cabral, navigateur portugais. Pedro Álvares Cabral est considéré comme le découvreur du Brésil, le 22 avril 1500. Chargé par le roi du Portugal Manuel Ier, il se rendra aussi aux Indes afin de poursuivre l'œuvre de Vasco de Gama. Fernand de Magellan est surtout connu pour être à l'origine du premier tour du monde de l'histoire après 3 ans de voyage. En ayant navigué vers l'ouest pour rejoindre les Moluques, il découvre sur son chemin le détroit qui porte son nom aujourd'hui. L'événement eut un retentissement considérable en Europe. Pierre Chaunu, au XXe siècle, dira « Jamais le monde n'a été aussi grand qu'au lendemain du périple de Magellan ». Nicolau Coelho est un navigateur expérimenté. Il participa au voyage de la découverte du chemin maritime des Indes. Il fut le premier à retourner au Portugal avec la bonne nouvelle de l'arrivée aux Indes. Gaspar Corte-Real part de Lisbonne en été. Vers octobre, il atteint une terre septentrionale où règne un climat très froid, qu'il nomme Terra Verde, appelé aujourd'hui le Groenland. Martim Afonso de Sousa est un capitaine et administrateur portugais. Il a œuvré au Brésil et aux Indes pour le compte de la couronne portugaise. Raul de Barros, écrivain, grammairien, moraliste et historien portugais, auteur des Décades de l'Asie. Il fut également propriétaire d'une capitainerie au Brésil. Estevão de Gama est le père de Vasco de Gama, mais ce nom est aussi le petit-fils d'Estevão de Gama, qui est le deuxième fils de Vasco de Gama. Bartolomeu Dias, grand navigateur. Il découvrit le Cap-Vert et l'île de Gorée en face du Sénégal. Il fut aussi le premier occidental à doubler le cap de Bonne-Espérance. Hélas, il disparut dans une tempête à ce cap appelé autrefois le cap des tempêtes. Amerigo Vespucci
né le 9 mars 1954 à Florence, dans la République du même nom, et mort le 22 avril 1512 à Séville, en Castille, est un commerçant, navigateur et explorateur florentin. Entre 1497 et 1504, il participe à au moins 2 voyages, le premier au nom de l'Espagne entre 1499 et 1500 et le deuxième pour le Portugal entre 1501 et 1502. En 1503 et en 1505, 2 livrets sont publiés sous son nom. Les 2 évoquent le Nouveau Monde, qui aujourd'hui porte le nom d'Amérique en son honneur. Les 2 livrets contiennent des descriptions colorées de ses explorations et d'autres voyages présumés. Ils deviennent vite populaires et se diffusent largement dans l'Europe. En 1501, lors de son expédition portugaise, il affirme avoir compris que le Brésil fait partie d'un autre continent qu'il nomme le Nouveau Monde. Cette revendication pousse le cartographe Martin Waldseemüller à reconnaître les réalisations d'Amerigo Vespucci en 1507 en appliquant le nom America pour la première fois à sa carte montrant le Nouveau Monde. D'autres cartographes lui emboîtent le pas et, en 1532, le nom Amérique est définitivement apposé sur le continent nouvellement découvert sans qu'on sache si Amerigo Vespucci a eu un jour connaissance de ses honneurs. En 1505, il est fait citoyen de la couronne de Castille par décret royal et en 1508, il est nommé au poste nouvellement créé de navigateur en chef pour la Casa Contratación, maison du commerce, d'Espagne à Séville, et poste qu'il occupe jusqu'à sa mort en 1512. Get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the... Hernán Cortés naquit en Estrémadure. Il joua un rôle primordial dans la conquête du Mexique, au début du XVIe siècle, en dominant l'Empire aztèque qui prit le nom de Nouvelle-Espagne, sous le règne de la couronne de Castille. Lors de son voyage en Amérique, il prit part à la campagne contre les caciques haïtiens sur l'île d'Hispaniola, après quoi il obtint le poste d'écrivain public. Grâce à cette nouvelle fonction, il fut nommé maire de Santiago de Cuba en 1511, puis recruté par le gouverneur de Cuba, Diego Velázquez, qui voulait le charger de l'expédition vers la péninsule du Yucatan. Cortés entreprit son voyage vers le Yucatan sans demander l'autorisation du gouverneur, ce qui lui valut sa défaveur. La bataille de Sainte-La se terminera par la conquête de la ville de Pontonchamp et la fondation de la ville de Santa Maria de la Victoria. Parmi les offrandes remises par les vaincus se trouvait une femme connue sous le nom de la Malinche, qui prit plus tard le nom de Donna Marina et qui joua un rôle crucial dans la conquête du Mexique grâce à sa maîtrise des langues indigènes et à sa loyauté envers les Espagnols. Elle donna un fils à Cortés, Martin. Après avoir conquis Pontonchamp et fondé la ville de Veracruz, Cortés apprend l'existence de Tenochtitlan, capitale de l'empire gouverné par l'empereur des Aztèques, Moctezuma, et qui abritait de grands trésors. C'est alors qu'il fut nommé capitaine général par ses soldats pour se soumettre au roi Charles Ier, et non au gouverneur de Cuba qui ne reconnaissait pas son autorité. Cortés envoya des bijoux et des trésors de ses terres pour soutenir sa cause devant le monarque. Afin d'éviter les désertions, il ordonne de détruire le reste de ses navires, d'où l'expression en espagnol « brûler ses vaisseaux » pour dire que l'on ne veut pas revenir en arrière. La première alliance des Espagnols fut forgée avec la culture Totonaca, qui fournit 1300 guerriers à leurs troupes. Plus tard, ils obtinrent le soutien des Tlaxcaltèques, ennemis des Aztèques, en raison des sacrifices humains que ces derniers effectuaient à leur encontre. Finalement, les troupes espagnoles et leurs alliés obtinrent une grande victoire à Cholula, ville alliée des Aztèques. On dit que lorsque Moctezuma vit arriver Cortés et ses troupes, il pensa qu'il s'agissait de l'accomplissement de cette prophétie. De l'Est viendront des hommes blancs et barbus envoyés par le dieu Quetzalcóatl. Moctezuma reçut Cortés sans opposer de résistance, mais fut pris en otage par les Espagnols qui craignaient de se faire tuer. Peu de temps après, 2 événements majeurs se produisirent. La bataille de Notla entre les Mexicas et Juan de Escalante, lors de laquelle ce dernier mourut, et l'expédition de troupes envoyées par le gouverneur de Cuba sous le commandement de Panfilo de Narvaez, que Cortés attira dans son camp. Un soupçon de rébellion des Mexicains contre les Espagnols donna lieu au massacre de Toscalde.
Après quoi, les Espagnols se réfugièrent dans le palais d'Axacacalt. Moctezuma tenta alors d'apaiser ses sujets qui le lapidèrent et le mirent à mort. Face à cette situation, Cortés et ses soldats abandonnèrent la ville lors de la nuit surnommée la Noche Triste. Ils furent poursuivis jusqu'à Otumba, où les Espagnols luttèrent contre les Aztèques et finirent par les vaincre. Après ces événements, Cortés réorganisa la conquête de Tenochtitlan, en amenant toute son artillerie et l'armement dont il disposait à Veracruz. Il construisit des brigantins pour lutter sur le lac. Sa stratégie d'attaque commença par la coupure de l'approvisionnement en eau douce de la ville. Après plusieurs mois d'affrontements, le 13 août 1521, l'empereur Cuauhtémoc fut capturé et la ville de Tenochtitlan, aujourd'hui Mexico, fut finalement conquise. I'm feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Un hiver implacable s'abat sur la colonie de la Nouvelle-France. Samuel de Champlain, explorateur et cartographe, a reçu pour mandat de traverser l'Atlantique et de bâtir un établissement sur le territoire que nous appelons aujourd'hui le Canada. En 1608, il construit avec ses hommes un poste de traite fortifié qui soutient le vaste réseau français de commerce de fourrure et sert de base pour ses propres visées coloniales. Certains des peuples autochtones qui habitent ce territoire l'appellent Québec, le lieu où le fleuve se rétrécit. Samuel de Champlain réclame la terre et ses ressources au nom de la France. Toutefois, il reste impuissant face à ce premier hiver. La plupart de ses hommes succombent à des maladies et les quelques survivants se retrouvent affaiblis par la faim et le scorbut. Samuel de Champlain et les Français restants dépendent alors de leurs alliances avec les peuples autochtones de la région, les Inuits du Saint-Laurent, les nations de la rivière des Outaouais et les Hurons-Wendat des Grands Lacs. C'est ainsi qu'ils apprennent à affronter les hivers rigoureux. Avec des guides autochtones, Samuel de Champlain explore les rivières du territoire et affirme que ces importantes voies commerciales sont navigables uniquement à bord de leurs canots d'écorce de bouleau. Convaincu que les peuples autochtones ne pratiquent aucune religion légitime, il présente en 1615 des missionnaires catholiques à la colonie grandissante. Les prêtres ont alors pour but de convertir ses alliés au catholicisme. À leur avis, celui-ci sauvera leur âme et les civilisera selon le mode de vie européen. Au moment du décès de Samuel de Champlain en 1635, le territoire compte plusieurs familles françaises établies. Et juste au-delà des murs de la ville habitent quelques groupes autochtones de la région qu'il a persuadés de pratiquer l'agriculture. Samuel de Champlain a fondé la ville de Québec sur le lieu où le fleuve se rétrécit. Elle devient l'établissement le plus important de la colonie de la Nouvelle-France. Enough is enough.